Déjà plus de 700 morts victimes du virus Ebola. S'est-on réellement donné les moyens de combattre l'épidémie ? C'est la question qui fâche sur Europe 1 avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Gilles Pialou. Bonjour. Professeur, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Europe 1. Ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on parle de cette épidémie. Est-ce que réellement la communauté internationale n'a pas mis trop de temps finalement à prendre la mesure de la catastrophe ? Sincèrement, si on regarde un peu ce qui s'est passé, il semble quand même que les premiers cas, c'est février, les premières alertes scientifiques, c'est mars. Et en fait, si on fait un paradoxe, c'est que c'est seulement vers 27 juillet, quand il y a eu un ressortissant de nationalité américaine qui a fait le voyage entre le Nigeria et le Libéria, qui est descendu d'avion et qui est venu mourir au Nigeria, que finalement tout le monde s'est un peu secoué, prenant la conscience que non seulement ça ne concernait pas que des petits pays, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, mais que ça concernait effectivement les transports internationaux et donc possiblement les pays industrialisés. Oui, je dirais que ça a un peu tardé. Ouais. Oui, c'est vrai que sur le terrain, les humanitaires, ça faisait un moment qu'ils disaient « Attention, cette épidémie-là est plus violente que les autres ». Oui, parce que dans cette période-là, on a laissé MSF et d'autres ONG, notamment américaines, se débrouiller toutes seules, en plus payant parfois assez cher la lutte sur le terrain. Et c'est que maintenant, finalement, qu'il y a un plan international avec les 100 millions de dollars, etc. C'est une épidémie très particulière. Bon, il faut relativiser, c'est entre guillemets que 729 décès. Si on compare avec d'autres pathologies infectieuses dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui font des millions de morts par an, comme le VIH ou le palu, évidemment, c'est pas grand-chose, mais il y a vraiment des éléments très atypiques et très inquiétants sur le plan théorique dans cette épidémie-là. C'est-à-dire ? Premièrement, c'est la première fois qu'on voit dans ces trois pays que c'est dans les pays les plus pauvres. Hein. On pourrait dire un mot sur la Guinée. Hein. La Guinée, personne ne s'occupe de la Guinée. Pourtant, c'est un pays qui a des liens traditionnels avec la France, mais c'est quand même, du point de vue sanitaire, le 178e pays sur 187 aux Nations Unies. C'est un pays qui dépense 12 € par patient et par personne et par an pour la santé, donc qui a été miné par la corruption, qui a des déplacements de population liés aux guerres justement du Libéria et de Sierra Leone. Je crois qu'on est vraiment dans une situation où le contrôle sanitaire est très difficile. Et en plus, c'est un pays qui n'a pas connu, contrairement à la République démocratique du Congo, qui n'a pas connu Ebola. Donc on a vu toutes les polémiques sur les interdictions qui faisaient au MSF de rentrer dans les villages, le fait que c'était la théorie du complot. Vous savez que les médecins c'était peut-être les soignants qui amenaient la maladie. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que ce virus Ebola, on l'a détecté, je crois, en 1976. Fait, ouais. Et on a l'impression que, passez-moi l'expression, mais qu'on débarque chaque année, qu'il faut repartir de zéro pour sensibiliser la population, lui faire comprendre. C'est un peu vrai parce qu'il n'y a pas vraiment un grand plan international, même s'il y a une volonté politique. Ebola faisait en 20 ans, donc vous l'avez dit, 76, il y a eu à peu près, en 40 ans, oui, à peu près une vingtaine d'épidémies. C'était des épidémies assez circonscrites, contrairement à celle-ci qui est vraiment sur plusieurs foyers et sur plusieurs pays et qui en plus rentre dans les grandes villes, ce qui est tout à fait nouveau. Et quand on dit grandes villes, c'est des villes à 10 ou 15 millions d'habitants, comme Freetown. Et donc avec une vraie problématique nouvelle. Je pense qu'il y a aussi à comprendre pourquoi c'est arrivé dans cette région qui s'appelle Kékédou en Guinée, où tout est parti. Et là, il y a un gros boulot à faire, et je pense qu'il faut des gros moyens pour ça. Il y a eu une image spectaculaire, inquiétante, en tout cas pour nous occidentaux ces dernières heures. C'est cette image d'un humanitaire américain contaminé par le virus qui revient sur le sol américain. On le voit arriver dans une combinaison d'astronaute, pris en charge par un médecin, lui aussi dans une combinaison complètement étanche. Ça provoque pas mal d'inquiétudes chez les Américains qui disent « ça y est, on est en train d'importer le virus chez nous ». Est-ce que ça vous agace pas un petit peu, ce genre de commentaires ? Les Américains qui ont dit qu'il fallait le laisser là-bas, ce qui était assez sympa pour le type, qui était dans une mission humanitaire religieuse, je crois. C'est consternant parce qu'on a les moyens, qu'on soit en France ou aux États-Unis, et quel que soit le côté un peu flash des tenues de protection, on sait très bien comment se protéger et comment prendre en charge ces malades. Et le taux de mortalité qui est souvent donné, qui est avancé, qui va jusqu'à 90%, ce qui est absolument incroyable pour une maladie, mais qui est aussi une façon de réguler la maladie. Parce que quand il y a 90% de décès, l'épidémie s'arrête dans un petit
petite localisation. Mais c'est pas du tout le taux de mortalité qu'on a quand on est soigné dans une unité de soins intensifs. Aujourd'hui, je crois que le taux de mortalité, il est à 60% en Afrique, en tout cas. Voilà, 60% en Afrique. Moyenne. Mais si vous regardez le taux de mortalité des gens qui sont rapatriés sanitaires dans des bonnes conditions et qui sont pris dans des réanimations, comme on a en France, aux États-Unis, ce taux de mortalité baisse beaucoup parce que il y a quand même s'il n'y a pas de traitement symptomatique, direct de la maladie, il y a un traitement symptomatique et on arrive quand même à récupérer les gens dans nos pays. Je discutais hier avec un humanitaire qui était très très amer et qui disait de toute façon, quand il y a un virus en Afrique, tout le monde s'en fout et il faut que ce soit un blanc, un occidental qui soit touché pour qu'on en parle enfin. Mais c'est exactement ça, parce que Ebola, c'est quand même très peu de cas. Vous savez, ces épidémies dont on parlait, là, la vingtaine d'épidémies en 40 ans, c'est quelques centaines de personnes, ce qui représente rien à l'échelle des maladies infectieuses dans le monde. Et en plus, je le redis, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, c'est des pays extrêmement pauvres, avec très peu d'investissements internationaux là-dedans. Je pense qu'il y a quand même 3 pays qui ont des responsabilités parce qu'ils ont une histoire avec ces pays-là. C'est l'Angleterre pour la Sierra Leone, l'USA pour le Libéria et la France pour la Guinée. Et je crois que ces 3 pays, je ne veux pas donner des conseils politiques, mais ces 3 pays devraient être plus concernés par ce qui se passe là-bas actuellement. Vous parlez du nombre de cas, c'est vrai, très limité. Est-ce que ça veut dire aussi que les labos pharmaceutiques n'ont pas tellement intérêt à se pencher sur la question aujourd'hui ? Alors, les laboratoires pharmaceutiques, il y a une recherche. Il n'y a pas de vaccin aujourd'hui. Il n'y a pas de vaccin, il y a une Ebola. recherche vaccinale. Et vous savez pourquoi il y a une recherche vaccinale ? Ça, c'est assez intéressant. Et par quoi elle est financée ? Notamment à San Diego, il y a des essais ils sont payés par le ministère de la Défense aux États-Unis. Ah bon ? Ben oui, c'est ça que j'ai appris en préparant cette émission. On considère que c'est par une exemple, il y a un arme. essai à San Diego qui coûte, c'est à la fois vaccinal et thérapeutique, qui coûte 140 millions de dollars, et c'est le département de la Défense qui paye parce que Ebola est dans la liste des produits du bioterrorisme. Et depuis le 11 septembre, la recherche vaccinale contre Ebola a été classée aux États-Unis comme prioritaire. Donc je dirais que c'est un élément positif de cette crise internationale, c'est que ça va booster un petit peu la recherche qui existe un peu en France, à Lyon, et dans le centre de référence, à l'Institut Pasteur. Mais je pense que ça va booster la recherche, notamment la recherche vaccinale, qui n'a pas de raison de ne pas aboutir, sauf qu'effectivement, comme vous le dites, il n'y a pas beaucoup de moyens parce qu'il n'y a pas beaucoup de malades et tout ça est très très loin, quoi. Il y a toujours la question de la propagation du virus. On dit qu'il peut circuler par avion notamment. Est-ce que la France est armée ? J'imagine qu'on vous pose la question 100 fois par jour. Non, il y a un programme qui est à peu près d'ailleurs la même que celui du coronavirus, c'est-à-dire on sait exactement ce qu'il faut faire à partir du moment où le cas est étiqueté par le transporteur ou par l'aéroport. On sait ce qu'il faut faire avec le SAMU, on sait dans quel service, parce qu'il faut des chambres à pression, ce qu'on appelle des chambres à pression négative où l'air est repris, on sait exactement ce qu'il faut faire. Bon, évidemment, il peut y avoir des erreurs d'aiguillage, comme on l'a vu avec d'autres agents. On sait exactement ce qu'il faut faire. Donc, les plans de lutte dans un pays comme le nôtre, comme l'a dit la ministre, il faut être extrêmement vigilant, mais il n'y a pas de raison d'avoir peur. Par contre, au niveau international, oui, il y a une vraie crainte. Merci beaucoup, professeur Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1.